Je ne t'ai pas ruiné, Rachel, j'ai juste gardé les preuves. C'est ainsi que je me suis retrouvé un mardi matin, vers 9h45, planté dans mon propre couloir, tel un fantôme, cramponné à un mug de café qui me semblait être mon seul ami au monde. Le truc, avec la trahison, ça ne s'accompagne pas toujours d'une musique dramatique et d'une pluie battante. Parfois, ça vous tombe dessus par surprise, en pantalon de yoga, en parlant trop fort sur haut-parleur. Ma femme, Rachel, était dans le salon, occupée à dynamiter notre mariage avec une désinvolture totale. « Maman, j'en ai fini avec lui », disait-elle, comme si elle parlait d'une série Netflix ennuyeuse. « Je ne peux pas vivre avec un homme qui pense que coucher avec mon patron est un drame national. Franchement, on n'est plus à l'époque victorienne. » Malentendu. Ma tasse s'arrête à mi-chemin de ma bouche, mon cerveau en court-circuit. Coucher avec son patron? Son riche patron. Depuis quand était-ce de notoriété publique? Et depuis quand l'infidélité était-elle devenue un choix de vie? La voix à l'autre bout du fil? Patricia, la mère de Rachel. Une migraine sur pattes. Pour Patricia, le mariage était une transaction financière à court terme, un genre de multipropriété qu'on finit par échanger contre un modèle supérieur. 3 divorces, chaque mari plus riche que le précédent. Elle arborait ses pensions alimentaires comme des médailles de guerre. « Oh, ma chérie », grésilla la voix de Patricia. « Ça fait des années que je te dis que tu mérites mieux. Quelqu'un qui comprenne ton train de vie, tes ambitions. Ce pauvre garçon conduit encore une berline. » Malentendu, pensai-je avec amertume. Une berline qui est entièrement payée, qui consomme peu et qui ne juge jamais mes envies de fast-food à minuit, contrairement à certaines personnes ici présentes. Rachel a ri, un vrai rire. Quelque chose s'est fêlé en moi. Pas brisé, juste fêlé. Comme un pare-brise qui tient encore, mais qui finira par voler en éclats plus tard. Je sais, pas vrai? Et il est tellement prévisible. Il prépare ses œufs de la même façon tous les dimanches. De la même façon. Maman, qui fait ça? Les gens qui ne sont pas des sociopathes. J'avais envie de hurler, mais je suis resté silencieux, écoutant mon mariage se faire annuler comme un mauvais tweet. « Alors, c'est quoi le plan, ma puce ?» demanda Patricia. Je pouvais pratiquement sentir l'odeur de sa cigarette. Elle était déjà en train de s'adresser à un avocat. « Gerald Henderson, tu sais, l'avocat spécialisé dans les divorces qui s'est occupé de l'affaire Richardson? Il paraît que c'est un vrai requin. »« Et Marcus ?» demanda Patricia, prononçant mon prénom comme s'il s'agissait d'un insecte nuisible. Rachel soupira. « Oh, il acceptera n'importe quoi. Il est trop mou. » Ce type-là s'excuse auprès des meubles. Il ne va pas chercher la bagarre. Pathétique. Elle avait raison. Je suis retourné dans la cuisine, j'ai posé ma tasse avec précaution et j'ai fixé le calendrier. Notre anniversaire était entouré de rouge. 14 septembre. Un cœur dessiné autour. L'écriture de Rachel, à l'époque où elle faisait semblant de se soucier de nos dates et de la fidélité. 20 minutes plus tard, elle est entrée, maquillage parfait, chevelure digne d'une publicité. Elle m'a regardé avec un air faussement inquiet. « Marcus, il faut qu'on parle. » Je me suis tourné vers elle, mon mug à la main, mon nouveau doudou. « Bien sûr, qu'est-ce qui se passe ?» Elle a tout déballé pendant l'heure qui a suivi. Une liaison de 6 mois. Il s'appelait Brandon, son patron dans la boîte de marketing. Une voiture électrique de luxe, un loft en centre-ville. Il comprenait son besoin d'évolution. Elle voulait divorcer, proprement, simplement. Elle avait déjà vu Henderson, les papiers étaient prêts. Je n'avais qu'à signer. « Je pense qu'on peut gérer ça de façon mature », a-t-elle dit, en faisant glisser un dossier sur l'îlot central. Pas de dispute, pas de drame. Juste 2 adultes qui tournent la page. J'ai regardé les papiers, puis je les regardais, elle, et j'ai souri. D'accord. Sérieusement? D'accord. Ne réagis pas. Fais-le, c'est tout. J'ai saisi un stylo et j'ai signé là où elle me l'indiquait. Une lueur de confusion a traversé son visage, puis du soulagement, puis de la déception. Peut-être qu'elle voulait une scène, peut-être qu'elle voulait du drame pour justifier son récit où elle était la victime et moi le mari ennuyeux. Je lui ai simplement rendu le dossier, souriant comme si je déclinais une offre de carte de crédit.
C'est tout? A-t-elle demandé, tenant le dossier comme si c'était une bombe. C'est tout. Elle est restée plantée là, attendant une réaction plus forte, mais je me suis contenté de retourner sur mon téléphone. Elle a poussé un soupir agacé et est partie, ses talons claquant sur le sol comme un compte à rebours. Une fois qu'elle fut partie, je suis resté assis là, à fixer mon mug. Une citation de motivation stupide. Aujourd'hui sera une belle journée. Ma sœur me l'avait offert à Noël dernier, pour la blague. J'ai ri. Pour de vrai. Elle avait raison sur un point. Les meilleurs dénouements ne commencent pas par des explosions. Ils commencent en silence. Avec un stylo, de la planification, et ce calme olympien que l'on ressent quand on réalise qu'on a toutes les cartes en main sans même avoir pris la peine de les regarder. Voici ce que Rachel ignorait. Pour elle, j'étais Marcus Anderson, coordinateur des opérations dans une boîte de logistique, gagnant 78 000 $ par an. Correct, mais pas exaltant. Confortable, mais pas riche. Le genre de salaire qui faisait plisser le nez de Patricia avant qu'elle ne lâche. Eh bien, je suppose que c'est convenable. Ce que Rachel ne savait pas, ce que seul mon comptable, mon avocat et le fisc savaient, c'est que Marcus Anderson n'était au fond que mon costume de Clark Kent. Mon vrai nom, c'était Monsieur Anderson. J'étais le fondateur et PDG de MRA Consulting Group. Nous étions une petite structure qui aidait les grandes entreprises à gérer leur chaîne d'approvisionnement et leurs contrats. J'avais lancé ça il y a 7 ans, 1 an avant même de rencontrer Rachel. C'était lors de cette soirée de charité, où elle faisait son numéro de charme auprès des invités pendant que je m'attaquais aux crevettes gratuites. L'entreprise portait mes initiales pour que ma vie professionnelle reste bien cloisonnée. Toute la paperasse, tout ce que possédait la boîte et tout ce bon gros pognon, tout était lié à la LLC, pas à moi. Et c'est là que ça devient intéressant. MRA Consulting gérait les contrats pour Sterling Industries. C'était un mastodonte. Il possédait environ 17 autres boîtes. L'une d'elles était l'agence de marketing où bossait Rachel. Brandon y était vice-président senior. Alors, écoutez bien ça. Brandon signait concrètement les chèques qui me payaient. Il approuvait mes contrats. Le mec qui se tapait ma femme versait de l'argent sur mon compte en banque. Au dernier trimestre, MRA Consulting a réalisé 743 000 $ de chiffre d'affaires. Pas mal pour un type ordinaire qui roule en berline. Mais je brûle les étapes. Revenons en arrière, aux semaines qui ont suivi le mariage informel de Rachel. L'heure de la démolition. Je suis un homme de chiffres, je l'ai toujours été. Quand les autres gosses jouaient dehors, je classais mes cartes de baseball par statistiques. À la fac, j'ai étudié le commerce et les stats. J'ai bâti toute ma boîte sur l'idée que les données résolvent tout. Alors, quand ma femme a commencé à me tromper, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je me suis dit, comment est-ce que je mesure ça? Quel est le schéma récurrent? Comment utiliser l'infidélité à mon avantage? J'ai commencé à tout tracer. Je surveillais son emploi du temps, l'heure à laquelle elle disait qu'elle rentrerait et l'heure à laquelle elle arrivait vraiment. Je suivais le kilométrage de sa voiture. Ouais, je suis ce genre de mec. Les soirs de charrette, elle faisait 70 bandes de plus, à peu de choses près. Bizarre, vu que son bureau n'était qu'à 17 km de la maison. Puis, je suis tombé sur les relevés de cartes bancaires. Nous avions des comptes séparés, mais une carte commune pour les dépenses partagées. Entre les factures d'électricité et les courses, il y avait ça. Marriott Downtown Développement Client, 347 $. Très discret. J'ai vérifié l'historique et j'ai trouvé 5 autres débits du même genre sur 3 mois. Chacun portait un nom à consonance professionnelle. C'était comme regarder quelqu'un commettre une fraude, mais en pire. C'est là que j'ai créé le tableur. Je l'ai appelé « Économie de l'infidélité ». Quitte à documenter l'adultère de sa femme, autant s'amuser avec le nom du fichier. Je l'ai structuré avec des chronologies, des lieux, des dépenses, la fréquence des rapports et ma partie préférée, les probabilités. L'onglet chronologique avait un code couleur. Vert pour les changements d'emploi du temps, jaune pour les dépenses bizarres, rouge pour les visites à l'hôtel. Après 2 semaines, ce tableur ressemblait à un arc-en-ciel. Je comparais ces réunions tardives aux réseaux sociaux de Brandon.
Le mec postait sur LinkedIn comme s'il passait une audition pour le magazine Entrepreneur. Super dîner client ce soir. Posté à 20h47 un mardi. Les données GPS de Rachel, via notre forfait mobile, l'a localisé au Marriott Downtown exactement au même moment. L'onglet « Analyse de fréquence » était mon chef-d'œuvre. J'ai calculé qu'elle me trompait 2,3 fois par semaine. J'ai fait un graphique en barre des jours les plus chargés et j'ai même créé un modèle prédictif. J'étais comme un présentateur météo, mais pour l'adultère. Mon pote Dave m'a appelé un soir alors que je bidouillais des coefficients de corrélation. Dave bossait à l'informatique chez Sterling Industries. Il était l'un des rares à savoir que j'étais plus que Marcus de l'exploitation. « Mec, qu'est-ce que tu fabriques ?» a-t-il demandé après un long silence de ma part. « Une analyse statistique », j'ai répondu. « J'ajuste une formule. »« Pourquoi faire ?»« Pour mon mariage qui part en vrille. » Un long silence. « Jake, mec, c'est pas normal. J'ai créé un tableur qui calcule le coût de l'infidélité de ma femme. Les hôtels, le kilométrage, la valeur de son temps. Je sais que ce n'est pas normal. J'assume. C'est soit du génie, soit de la folie. Pourquoi pas les deux? Transformer la douleur en données permet de prendre de la distance. Chaque trahison était un point de données, chaque mensonge une variable. Ce n'était plus une question de sentiment, c'était une question de schéma et de preuves. Pendant ce temps, je jouais le mari aimant. Je lui préparais ses déjeuners avec des petits mots. Je l'embrassais chaque matin. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Je n'étais pas gentil, j'étais prudent. Je rassemblais des preuves, je notais tout. Maintenant, laissez-moi vous expliquer le côté business qui a rendu tout cela possible. Quand j'ai lancé MRA Consulting avec mon avocate Jennifer, 4 ans plus tôt, elle appelait ça de la protection d'actifs. Je pensais que c'était excessif, mais peu importe. Tu fais ça pour te protéger, pas vrai? Au cas où la boîte se fasse attaquer en justice? A-t-elle demandé. Exactement, j'ai répondu. Ce qui était vrai, en quelque sorte. Sauf que je n'ai pas précisé que le risque en question s'appelait Rachel. La maison où nous vivions, achetée par la LLC 2 ans avant le mariage. Ensuite, nous la louions à l'entreprise pour un bon prix, prix que je me versais à moi-même. Les voitures étaient des véhicules de fonction. Les comptes d'investissement, les actifs commerciaux, tout était géré par l'entreprise. Tout était chronométré, consigné par écrit et juridiquement plus solide qu'un bunker face à Rachel. Nous étions censés posséder notre maison ensemble. Nous avions des actifs communs. Nous bâtissions une vie. Le truc, c'est qu'elle n'était que ma locataire, conduisant une voiture de société, vivant dans une maison de société. Pendant ce temps, j'engrangeais environ 400 000 par an via la boîte. J'avais tout cloisonné exprès, mais pas parce que je m'attendais à un divorce. Je ne suis pas si pessimiste que ça. C'est juste que mélanger les affaires et le privé est la recette idéale pour foncer droit dans le mur. J'avais vu trop de patrons de boîte tout perdre lors de divorces parce qu'ils avaient mis leurs actifs à leur propre nom. Alors, quand Jennifer et moi avons monté MRA Consulting, on a fait les choses dans les règles. Le voile corporatif était intact, compte bancaire séparé, carte de crédit distincte, toutes les dépenses professionnelles étaient dûment documentées. Je me versais même un salaire décent via la LLC, les 78 000 $ dont Rachel connaissait l'existence, tandis que le gros des bénéfices restait sur les comptes de la société. Et c'est là que le dossier MRA Consulting fait basculer toute cette histoire de divorce pénible dans la pure comédie. Ma boîte est spécialisée dans la logistique et le respect des contrats par les grandes entreprises. Il y a environ 3 ans, Sterling Industries nous a engagés pour faciliter la gestion de leurs filiales, ce qui incluait l'audit de toutes leurs petites structures. Cela comprenait l'agence de marketing où travaillaient Rachel et Brandon. Ainsi, chaque trimestre, Brandon devait envoyer des rapports qui finissaient sur mon bureau. Pas le bureau de Marcus Anderson, celui de Monsieur Anderson, le PDG de MRA Consulting. Le cabinet que Sterling payait environ 180 000 $ par an. Brandon signait littéralement les factures qui me rémunéraient. Il s'imaginait probablement que Monsieur Anderson était un cadre anonyme, peut-être un vieux type avec un bureau d'angle de grand standing. Il n'en avait pas la moindre idée. Monsieur Anderson était actuellement assis dans une chambre d'amis, en jogging,
en train de manger une pizza tout en épluchant ses rapports de conformité. La beauté des LLC, c'est qu'elles sont conçues pour préserver l'anonymat. Mon nom n'apparaissait sur aucun document public. Le mandataire social était un service juridique basé au Delaware, évidemment. L'adresse de l'entreprise était un bureau virtuel en centre-ville. Même le site web était délibérément ennuyeux. Professionnel mais générique, avec des photos de banques d'images montrant des gens pointant des tableaux blancs. J'avais tout cloisonné exprès, non pas pour me cacher de Rachel, mais parce que j'avais appris qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Puis est arrivé ce gala d'entreprise où Rachel voulait absolument que je l'accompagne, sans doute pour montrer à Brandon à quel point j'étais inoffensif. « Tu n'es pas obligé de venir si tu n'en as pas envie », m'avait-elle dit, mais son ton suggérait le contraire. « Non, j'irai », j'ai répondu. « Ce sera sympa. J'aime bien rencontrer tes collègues. » « Tu parles. » Le mensonge avait un goût de champagne. Le gala se tenait en ville, dans un hôtel de luxe, le genre d'endroit qui vous facture le couvert 200 $. Rachel s'était mise sur son 31. Robe de créateur, coiffure et maquillage professionnels. Elle était vraiment magnifique, ce qui donnait à toute cette mise en scène un air de tragédie. C'est là que j'ai rencontré Brandon. Brandon Torres ressemblait exactement au genre de type capable de conduire une voiture de sport et de coucher avec la femme des autres. La quarantaine, des cheveux parfaitement coiffés, un costume qui hurlait le fric. Il affichait cette assurance propre à ceux qui n'ont jamais affronté de vrais problèmes. « Marcus !» a-t-il lancé en me serrant la main beaucoup trop fort. « Ravi de te rencontrer, enfin. Rachel me parle tout le temps de toi. »« Ah bon ?» j'ai dit en essayant de paraître amical. « C'est gentil de sa part. Elle me parle de vous aussi. On dirait que vous travaillez bien ensemble. » Une lueur a traversé son regard. « On forme une bonne équipe. C'est l'un de mes meilleurs éléments. Elle obtient vraiment des résultats. » Je parie qu'elle ne ménage pas sa peine, j'ai pensé. Mais ce que j'ai dit, c'est « C'est super, elle ne compte pas ses heures, c'est certain. » « C'est le prix de la réussite, » a renchéri Brandon. « Il faut savoir s'investir à fond. » « C'est criant de vérité, » ai-je dit en levant mon verre de vin. « Au partenariat solide. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. L'ironie lui a totalement échappé. Pendant le dîner, Brandon a fait son numéro comme s'il animait un podcast, racontant ses réunions clients comme s'il s'agissait d'épopées passionnantes. Toutes les 2 minutes, ses yeux cherchaient Rachel, et elle lui rendait ce sourire spécial, celui qu'elle me réservait quand on sortait ensemble au début. Richard Chang, le directeur financier, était assis à côté de moi et avait l'air sincèrement sympathique. « Alors Marcus, Rachel m'a dit que tu travaillais dans les opérations. »« Dans quelle boîte ?»« Sterling Industries », j'ai répondu en utilisant ma version officielle. Ce qui était techniquement vrai. Je travaillais effectivement avec Sterling. Ils ignoraient simplement que le cabinet de conseil qu'ils avaient engagé se résumait pratiquement à moi. « Sans blague ?» a dit Richard, soudain intéressé. « Nous appartenons à Sterling. Le monde est petit. »« N'est-ce pas ?» ai-je acquiescé. Pendant ce temps, en coulisses, le vrai spectacle se préparait. Jennifer avait déposé les documents administratifs pendant que Rachel planifiait sa vie d'après-divorce. Mon avocate avait envoyé au tribunal les pièces prouvant à qui appartenait la société, expliquant en termes juridiques détaillés pourquoi chaque actif que Rachel pensait récupérer appartenait en réalité à MRA Consulting. Elle avait joint 7 ans de documents, de déclarations d'impôts, d'actes de société, suffisamment de preuves pour que même le juge le plus sceptique comprenne qu'il ne s'agissait pas d'une entourloupe de dernière minute. Ma vie était organisée ainsi bien avant que Rachel m'entre en scène. Puis est arrivé ce samedi matin qui a tout changé. J'étais en train de préparer le café quand Rachel a débarqué dans sa tenue de femme d'affaires sérieuse. « Marcus, il faut qu'on ait une discussion productive sur notre avenir. » Elle m'a conduit vers la salle à manger, métamorphosée en salle de conférence. Sur la table étaient disposés des blocs-notes, des bouteilles d'eau, des stylos assortis et son ordinateur portable qui affichait une présentation PowerPoint. Un PowerPoint pour notre divorce. La diapositive de titre était déjà prête. Aller de l'avant, proposition pour une croissance et une séparation mutuelle. En dessous, on pouvait lire «
présenté par Rachel Anderson. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas éclater de rire. « Assieds-toi, je t'en prie », dit-elle sur le ton d'une hôtesse de restaurant. Elle avait même prévu des croissants de la boulangerie du centre-ville, car, apparemment, les négociations de divorce exigeaient un petit déjeuner continental. Elle a tamisé les lumières et cliqué sur la première diapositive. C'était un diagramme de veine. Il démontrait précisément comment notre mariage avait échoué à satisfaire ses besoins émotionnels fondamentaux. « Comme tu peux le voir, » dit-elle en pointant l'écran avec un véritable pointeur laser, « notre union n'a pas répondu à mes attentes. J'ai passé beaucoup de temps en thérapie avec le docteur Brennan pour comprendre mes schémas comportementaux. Je me suis contenté d'une relation qui ne me stimule pas et ne soutient pas ma carrière. » Diapositive suivante, un tableau comparatif. À gauche, les priorités de Marcus. Emploi stable, voiture payée, entretien de la maison, routine prévisible, finances sécurisées. À droite, les aspirations de Rachel. Excellence professionnelle, réseautage stratégique, mode de vie luxueux, expérience dynamique, opportunité à forte croissance. « Tu vois le décalage ?» demanda-t-elle en encerclant sa liste avec le laser. « Ça ne te dérange pas d'être quelqu'un d'ordinaire, Marcus. Je respecte ça. Mais je ne peux plus vivre comme ça. » Le croissant que je mâchais prit soudain un goût de poussière. La dernière diapositive était un graphique en camembert montrant comment elle souhaitait répartir nos biens. Sa part était bien plus grosse, étiquetée « Part de Rachel, 60%. La mienne n'était qu'une mince portion, part de Marcus, 40%. Alors, je sais qu'en Californie, c'est techniquement du 50-50, dit-elle en passant à une autre diapositive. Mais comme c'est moi qui ai porté notre vie sociale, maintenu notre standing, et que je suis, soyons honnêtes, celle qui a le plus gros potentiel de revenus à l'avenir, je pense que 60-40 est plus juste. Elle avait vraiment tout calculé. La maison, 60% pour Rachel. L'épargne commune, 60% pour Rachel. Ma retraite, 50% pour Rachel. Les voitures, elle gardait la berline de luxe. Je récupérais la familiale. « Je pense que tu trouveras tout cela plus qu'équitable », conclut-elle en cliquant sur une diapositive qui affichait simplement « Question » sur une photo libre de droit représentant des gens se serrant la main au coucher du soleil. Je me suis adossé à ma chaise, tapotant mon stylo sur le bloc-notes. Le silence s'installa. C'était incroyablement complet, très professionnel. Elle se rengorgea. Je voulais que nous gérions cela comme des adultes. Absolument, dis-je. J'ai rapproché le bloc-notes, griffonné quelques notes, signé en bas de page et le lui ai fait glisser. Tu as raison. Grandir, c'est savoir lâcher ce qui ne fonctionne plus pour soi. Je me suis levé, j'ai attrapé un croissant et je me suis dirigé vers la cuisine. « Attends !» s'écria Rachel. « C'est tout? Tu es d'accord ?» Je me suis retourné. « Bien sûr. Tu sais visiblement ce que tu veux. » Qui suis-je pour entraver ton épanouissement personnel? Ce serait très employé de bureau sans ambition, de ma part. Sa confusion était un délice. Elle s'était préparée à argumenter, peut-être même à se battre. Pas à ce que j'accepte immédiatement. Encore 3 semaines à tenir. Je jouais mon rôle à la perfection. Puis vint l'appel téléphonique, mercredi après-midi. « Monsieur Anderson, ici Gerald Anderson. Je représente votre épouse pour votre divorce. » Sa voix avait ce ton mielleux propre aux avocats, comme s'il me faisait une faveur en m'appelant. « Oh, bonjour. Rachel m'a dit que vous m'appelleriez pour fixer un rendez-vous afin de discuter des termes de l'accord. Je suis sûr que nous pourrons trouver un terrain d'entente sans faire d'histoire. Je pense que vous êtes un pigeon et que ça va être l'argent le plus facile à gagner de mon mois. Bien sûr, quand cela vous arrangerait-il ? Nous avons convenu du vendredi à 14 h. Dès que j'ai raccroché, j'ai appelé Jennifer. Il a appelé, lui ai-je dit. Il veut parler de l'accord. Il s'attend à ce que je m'écrase. Jennifer a ri. Tu t'amuses beaucoup trop. Ma femme me trompe avec un type qui signe pratiquement mes fiches de paie. Je l'ai bien mérité. Le vendredi arriva, météo parfaite.
J'ai mis mon seul beau costume et j'ai conduit ma berline prétendument honteuse jusqu'au bureau de Henderson en centre-ville. Son immeuble n'était que verre et acier, le genre d'endroit où même les agents de sécurité ont l'air riches. Le cabinet de Henderson occupait le 14e étage, un emplacement de premier choix. La réceptionniste m'adressa un sourire professionnel, m'identifiant clairement comme le futur divorcé qui allait se faire plumer. Henderson entra 5 minutes plus tard, juste assez en retard pour montrer que c'était lui le patron, pas assez pour être impoli. On aurait dit un personnage généré par IA, coiffure impeccable, cheveux poivre et sel, costume hors de prix et une montre qui brillait comme si elle servait à guider des avions. « Monsieur Henderson », dit-il avec une poignée de main travaillée, « merci d'être venu. » Il ouvrit sa mallette comme si elle était pleine d'or et en sortit des piles de papier. Le gars avait fait ses devoirs, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Il avait probablement facturé 6 ou 7 000 $ à Rachel pour tout ce travail de préparation, ce qui rendait la suite encore plus savoureuse. Laissez-moi commencer par préciser que la Californie est un État régi par la communauté de biens, dit-il. Tout ce que vous avez acquis pendant le mariage est sujet à un partage égal. J'ai hoché la tête comme un bon élève. Votre femme s'est montrée très raisonnable. Elle ne réclame pas de pension alimentaire. Elle demande simplement sa juste part des actifs conjugaux. Il fit glisser un document vers moi. Proposition de partage des actifs, avec code couleur et détail à l'appui. Il avait listé ce qu'il pensait que nous possédions. La maison, évaluée à 680 000 $, les 2 voitures, l'épargne commune de 23 000 $ et votre compte de retraite, estimé à 120 000 $. Selon la loi californienne, votre épouse a droit à la moitié de ses actifs. Nous proposons qu'elle garde la maison. Vous seriez dédommagé pour votre part du capital. Elle garde sa voiture, prend la moitié des économies et récupère une partie de votre retraite. C'est très simple. Vraiment? J'ai examiné le document en prenant mon temps. En réalité, je savourais l'instant juste avant que tout n'explose. La moitié de quoi? Demandai-je d'une voix innocente. Henderson cligna des yeux. Pardon? La moitié de quels actifs? Vous dites qu'elle a droit à la moitié. La moitié de quoi, exactement? Des actifs conjugaux. Je viens de les énumérer. La maison, les voitures, les comptes. Oh, fis-je en hochant lentement la tête. Puis j'esquissai un sourire. Voyez-vous, le truc c'est que tout ça ne nous appartient pas vraiment. La maison, les voitures, les comptes d'investissement, rien de tout cela n'est un bien conjugal. Son assurance vacilla, je l'ai vu. Je vous demande pardon, de quel bien de société parlez-vous? MRA Consulting Group, c'est une société de conseil, vous pouvez vérifier. Sérieusement, vous devriez, ça nous fera gagner du temps à tous les deux. Je le regardais se saisir de son téléphone, tapotant frénétiquement comme un type qui commence à se dire que son affaire facile vient de devenir un enfer. Le silence qui suivit, de l'or pur. Le visage de Henderson passa par environ 5 expressions différentes. Paf, paf, paf. Confusion, incrédulité, inquiétude. Puis il se figea sur cet air de celui qui réalise que tout son dossier repose sur du sable. « Vous possédez une société de conseil ?» demanda-t-il très lentement. « Tout à fait, et c'est la SARL qui détient tous les actifs. Je l'ai créée en 2017, 2 ans avant mon mariage avec Rachel. La maison, c'est la boîte qui la possède. Nous la louons à la société. Les voitures sont des véhicules de fonction. Les comptes d'investissement, c'est pour le business. Il y a une trace écrite pour tout. Les achats, les titres, les immatriculations, les déclarations d'impôts. Tout est documenté et déposé. » La mâchoire d'Henderson se crispa. « Je vais devoir examiner ces documents. » Bien entendu. Je plongeai la main dans mon sac habituel et en sortis une chemise, assez épaisse pour servir de cale-porte. Je la fis glisser vers lui avec le sentiment de venir de poser une quinte flush royale sur la table. « Voilà 7 ans d'archives de la société, » dis-je. « Statut constitutif, accord relatif aux actifs, transfert de titres, déclaration fiscale, licence commerciale. Et mon petit préféré, le bail montrant que Rachel et moi louons à MRA Consulting depuis notre mariage. Elle l'a même signé elle-même.
Page 43, si vous voulez sauter les étapes. Henderson ouvrit le dossier et commença à feuilleter les pages. Il paraissait plus horrifié à chaque seconde. Je l'observais, son visage devenant de plus en plus livide. « C'est exhaustif », finit-il par lâcher. « J'aime être minutieux, c'est un peu ma spécialité. Ça me rend terriblement ennuyeux, je sais. » Il leva les yeux, comme s'il était en train de tout recalculer. L'affaire facile venait de se corser. Le mari débonnaire s'avérait être quelqu'un d'autre. « J'aurais besoin de temps pour examiner tout cela, » dit-il, la voix nettement moins assurée qu'au début. « Prenez tout le temps qu'il vous faudra, » répondis-je en me levant et en ajustant mon costume bon marché. « Oh, et monsieur Henderson, assurez-vous de bien facturer cette réunion à Rachel, ainsi que toutes les heures supplémentaires que vous allez passer sur ces documents. Considérez cela comme un conseil de couple. Ce sera sans doute la dernière chose qu'elle passera sur sa carte de crédit. » Je sortis de là avec l'impression de flotter. Ma berline m'attendait, fidèle au poste. Jeudi matin, vers 9h30, je préparais du café quand le téléphone de Rachel s'est éclairé. Monsieur Henderson. « Attends, je prends !» cria-t-elle de l'étage en se précipitant en bas pour rattraper l'appareil avec son faux sourire. « Prête, monsieur Henderson ?»« Bonjour !» dit-elle d'un ton radieux. Je retournai à mon café. Je n'écoutais absolument pas. « Oui, j'ai été. » Elle s'arrêta. Sa voix changea. « Pardon, quoi ?» Le sourire s'évapora. « Comment ça, il possède tout via une SARL ?» Sa voix monta d'un octave. « C'est juste un employé intermédiaire. Il travaille aux opérations. Il conduit une berline. » Encore la berline. Toujours la berline. La voix de Henderson était étouffée, mais j'y percevais de la panique. « Mais quel document j'ai signé? Quand est-ce que j'ai... » Oh mon Dieu, c'est là qu'elle s'est souvenue. Elle se souvenait d'avoir signé le bail à notre emménagement, celui avec le nom de MRA Consulting en haut de page, qu'elle avait à peine parcouru du regard, bien trop occupée à s'extasier sur la maison. C'est lui, le propriétaire officiel du cabinet de conseil de notre boîte? La voix de Rachel frôlait l'hystérie. Tous les biens que j'ai listés appartiennent à cette entité? Ce n'est pas possible, je l'aurais su, forcément. Elle se tourna vers moi. Nos regards se croisèrent à travers la cuisine. Je vis son visage passer de la confusion à l'incrédulité, puis à la colère, avant de se figer dans une expression qui suggérait qu'elle tentait de résoudre une équation complexe dont le résultat l'horrifiait. « Ma chérie, » dis-je de ma voix la plus compatissante, alors que je jubilais intérieurement. « Ton avocat a l'air bouleversé. Tout va bien ?» Elle me fusilla du regard comme si je venais de lui révéler que j'étais un extraterrestre. Sa bouche s'ouvrit et se ferma à plusieurs reprises, sans qu'aucun son n'en sorte. Elle ressemblait à un poisson qui venait de comprendre que son joli bassin n'était en fait qu'un aquarium. « Je vous rappelle », murmura-t-elle avant de raccrocher sans attendre la réponse de Henderson. Le silence s'étira. Je pris une gorgée de café. La température était parfaite. Dosage impeccable ce matin. « C'est quoi, MRA Consulting ?» finit-elle par demander, la voix tremblante. « C'est ma boîte, » répondis-je tout simplement. « Un cabinet de conseil. » Logistique, négociation de contrats, conformité, des trucs assez rébarbatifs en réalité. « Ta boîte? Tu as une entreprise ?» Depuis environ 7 ans. Je l'ai lancée avant même notre rencontre. Elle tourne plutôt bien d'ailleurs. Elle a pris beaucoup d'ampleur. « Et la maison ? » Propriété de la société. Nous louons à la SARL. Tu as signé le bail quand on a emménagé. Tout est déposé au greffe, parfaitement en règle. Les voitures sont des véhicules de fonction, déductibles des impôts, très efficaces d'un point de vue comptable. Les comptes d'investissement? Des actifs professionnels. Tout est documenté, déclaré et transmis au fisc chaque année. Jennifer, c'est mon avocate, s'en occupe. Tu ne l'as jamais rencontrée, elle est extrêmement pointilleuse sur ce genre de détails. Le visage de Rachel changeait de couleur comme une bague d'humeur. Elle était en plein mode panique. « Tu m'as menti », dit-elle, sa voix oscillant entre le murmure et le cri. « Je n'ai pas menti », répondis-je calmement. « Je ne t'ai juste pas tout dit.
Tu n'as jamais posé de questions. Pour toi, j'étais juste Marcus de l'exploitation, et je ne t'ai pas détrompé. Ce n'est pas la même chose. Ça reste de la malhonnêteté. Vraiment, demandai-je. Malhonnête. Comme coucher avec ton patron depuis 6 mois et essayer de me piquer la moitié de ce que tu pensais que je possédais en demandant le divorce. Il y a une sacrée différence entre garder un jardin secret et la trahison pure et simple. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis blêmit. Attends, Brandon. C'est lui qui valide? Oh mon Dieu, il approuve tes factures? Pas directement, dis-je. Ça passe par plusieurs niveaux d'approbation, mais oui. Mes rapports pour Sterling Industries finissent sur son bureau. En tant que vice-président senior, c'est lui qui signe. Coïncidence totale, pas vrai? Elle eut un rire, mais sans aucune joie. C'était ce rire qu'on pousse quand on réalise qu'on s'est fait avoir sur toute la ligne. Tu as tout planifié, tout ça. J'ai prévu de protéger mon argent, comme n'importe quel chef d'entreprise censé le ferait, rectifiai-je. Le reste, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as trompé ton mari, demandé le divorce, engagé un avocat requin et préparé un PowerPoint pour expliquer comment tu allais me dépouiller. De mon côté, j'avais juste les bons dossiers. Elle se laissa tomber sur une chaise, comme si ses jambes venaient de lâcher. Henderson a dit « Je n'aurai rien. La maison, les voitures, les comptes, tout est séparé. » Techniquement, oui. C'est la vérité dans ce qu'elle a de plus strict. Elle se contenta de fixer la table. Pourquoi n'ai-je pas lu ce bail? Ses yeux s'emplirent de larmes. Comment as-tu pu me faire ça? Pour la première fois, je ressentis... Non, pas de la pitié. J'avais épuisé ce stock-là il y a des mois. Peut-être de la déception. Ou de la tristesse que tout cela se termine ainsi. Comment j'ai pu? Répétai-je en posant soigneusement ma tasse. Rachel, ce n'est pas moi qui t'ai fait ça. J'ai construit quelque chose, je l'ai protégé, j'ai respecté la loi. C'est toi qui as été infidèle. C'est toi qui as essayé de prendre ce qui ne t'appartenait pas. C'est toi qui t'es moqué de moi dans une présentation. Je me dirigeais vers le couloir, puis je m'arrêtai. Pour ce que ça vaut, je t'ai vraiment aimé. Au début, je pensais que nous étions une équipe, mais tu me voyais comme un simple bouche-trou, quelqu'un que tu quitterais dès que tu trouverais plus brillant. Alors oui, j'ai séparé ma vie professionnelle de ma vie privée, pas parce que j'avais prévu ce scénario, mais parce que je ne suis pas idiot. Je la laissai là, assise au milieu de ses projets en ruine, et retournai dans mon bureau. Mon téléphone vibra. Jennifer vient d'appeler Henderson. Il a l'air de s'effondrer. Le meilleur jeudi de ma vie, répondis-je. Je viens de voir Rachel apprendre la nouvelle, facilement dans mon top 10. Pas encore le top 5, voyons comment la journée évolue. Je me remis à examiner les rapports trimestriels. Même quand votre mariage part en fumée, le travail n'attend pas. Les documents de conformité de Brandon venaient d'ailleurs d'arriver dans ma boîte de réception. L'ironie était délicieuse. Si le karma avait une playlist, les 2 prochains jours n'allaient passer que des tubes. Henderson rappela, sa voix ayant vieilli de 10 ans en une nuit. « Monsieur Henderson, je dois examiner les dossiers de votre société. Il y a des irrégularités. » « Des irrégularités ?» m'étonnai-je. « Tout est parfaitement déclaré. Impôts, actifs, tout est documenté. »« Oui, » dit-il d'une voix étranglée. « Ma cliente n'avait simplement pas réalisé l'ampleur de ce que vous possédiez réellement. » Ma cliente. « Pas ta femme? Tu prends déjà tes distances? » « Eh bien, elle n'a jamais demandé, ai-je dit. La communication est la clé du mariage. » Une semaine plus tard, tout a explosé. Il s'est avéré que Brandon était marié, lui aussi. Sa femme, Madame Torres, siégeait au conseil d'administration de l'agence, et le conseil n'appréciait vraiment pas que les cadres couchent avec leurs subordonnés. Brandon a été viré? Non, il est parti vers de nouveaux défis. Il a juste quitté les lieux avec un carton sous le bras. Rachel a perdu son job le jour même pour violation du règlement intérieur. Les RH ne l'ont même pas laissé faire ses cartons. Dave m'a envoyé un texto. « Mec, Brandon et ta femme viennent de se faire lourder. Ça tourne en boucle sur Slack. Les gens postent des emojis popcorn. » Je me suis calé dans mon fauteuil, un sourire aux lèvres. Je n'avais rien fait. Je n'avais pas prévenu les RH, ni appelé Madame Torres.
J'avais simplement laissé les faits faire le travail. Ce soir-là, Rachel m'a appelé, en larmes. « Tu m'as détruite, Marcus. J'ai tout perdu. »« Je ne t'ai pas détruite, » ai-je répondu. « J'ai juste tenu les comptes. » Puis j'ai raccroché et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. 3 mois plus tard, j'étais dans un café avec Jennifer. On riait devant nos lattés. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait fait un PowerPoint, » a dit Jennifer, « avec des graphiques en camembert. »« Certains se croient plus malins que tout le monde, » ai-je rétorqué. En fin de compte, ils oublient juste de vérifier les chiffres. Rachel était retournée vivre chez sa mère, un juste retour des choses. Brandon s'était enfui en Floride pour repartir de zéro, ce qui, en langage codé, signifie se planquer. Je me suis acheté un appart en centre-ville, 32e étage, vue imprenable. Techniquement, il appartient à MRA Consulting. Leçon apprise, ne jamais mélanger l'amour et la comptabilité. « Alors c'est quoi la suite ?» a demandé Jennifer. « Des rencarts? Une vengeance? Du consulting ?» J'ai ri. Probablement juste le boulot. Peut-être un passe-temps qui n'implique pas de tableur Excel sur l'infidélité. Puis mon téléphone a vibré. Un email de Rachel. « Il faut qu'on parle. 3 paragraphes de regrets et de remords. » Jennifer a haussé un sourcil. « Tu vas répondre ?» J'ai déplacé le message vers les spams et j'ai créé un filtre pour supprimer les prochains. « Non, ça va aller. » Elle a levé sa tasse. « À la vengeance intelligente, à la pression et au karma fiscalement optimisé. » C'est marrant la vengeance. Ce n'est pas un plat qui se mange froid. C'est un plat qui se mange propre, légal et bien classé. Être ennuyeux et prudent s'est avéré être le coup le plus brillant de tous. Ma vieille Honda roule toujours d'ailleurs. Une consommation imbattable. Elle ne ment jamais, ne triche jamais, ne lâche jamais. Parfois, ce sont les choses les plus simples qui durent le plus longtemps. Et parfois, le mec ennuyeux dans la pièce, c'est juste celui qui est assez patient pour laisser tous les autres se planter en premier.